Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Insanité démentielle. Semi-poésie et total non-sens. Produit de l'hallucination mathématique, théorèmes et figures mystiques et délirants nés d'une pensée malade. C'est dans la bouche d'un philosophe allemand, Eugen Düring, qu'on entendit ces noms d'oiseaux. Il s'adressait à l'un des grands mathématiciens du 19e siècle, allemand lui aussi, Carl Friedrich Gauss. Qu'est-ce qui a pu provoquer chez ce monsieur d'apparence respectable une telle fureur? La raison, c'est que Gauss, avec quelques autres, s'était permis de remettre en cause un postulat d'Euclide, donnant ainsi naissance à ce qu'on appellera ensuite les géométries non euclidiennes. Bon, reprenons depuis le début. À la base de l'édifice des mathématiques, il y a la géométrie. Et à la base de la géométrie, il y a un certain Euclide. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce dernier a en effet compilé un livre si admirable qu'il va rester la Bible des géomètres pendant plus de 2000 ans. L'une des innovations du livre d'Euclide, c'est la méthode axiomatique. En partant d'un petit nombre de choses qu'on admet comme vraies, les axiomes, on déduit un tas d'autres choses utiles, les théorèmes. Si on regarde les axiomes de près, on rencontre en effet des choses qui nous semblent évidentes. Par exemple, deux quantités qui sont toutes les deux égales à une troisième sont aussi égales entre elles. Ou alors, entre deux points quelconques, on peut toujours tracer un segment de droite. Évident, non? Tellement évident qu'en 1196, le philosophe Maïmonide écrivait « Même Dieu, bien qu'il soit tout-puissant et qu'il jouisse d'une liberté infinie, n'aurait rien pu créer qui contredise la logique d'Aristote ou la géométrie d'Euclide. » Mais parmi les axiomes géométriques d'Euclide, il y en a un, le 5e, qui est un peu le vilain petit canard des axiomes. Le fait est qu'il a l'air un peu moins évident que les autres. Il affirme que si on prend une droite et un point extérieur à cette droite, on peut tracer une droite et une seule qui soient parallèles à la première et passent par le second. Le problème avec le 5e axiome, c'est que pour les Grecs anciens, l'univers est fini, limité par une sphère sur laquelle sont accrochées les étoiles. Si on imagine deux droites presque parallèles, elles vont se rencontrer très loin, au-delà de la sphère étoilée. Elles se coupent alors en un point qui n'appartient pas à l'univers, bref, qui pour les Grecs n'existe pas. En un sens, on peut dire qu'elles ne se coupent pas. Le concept de droite parallèle présuppose un espace infini, une idée qui à l'époque ne va pas de soi. Le 5e axiome pose donc problème, et l'un des grands projets des mathématiciens après Euclide va être de le démontrer à partir des autres axiomes, bref, de le transformer en théorème. Seulement voilà, 22 siècles après Euclide, personne n'y est encore parvenu. On est alors au début du 19e siècle, et 3 mathématiciens entrent en scène en même temps. Un Hongrois, János Bolyai, un Russe, Nikolai Lobachevsky, et un Allemand, celui qui s'est fait insulter un peu plus haut, Carl Friedrich Gauss. Chacun dans leur coin, ils ont osé un truc un peu dingue. Puisque le 5e axiome n'a pas une tête d'axiome et qu'on n'arrive pas non plus à en faire un théorème, imaginons qu'il est faux. Imaginons que par un point extérieur à une droite, on ne trouve aucune parallèle. Ou alors, imaginons qu'on en trouve une infinité. Absurde? Peut-être. Gauss lui-même hésite des années avant de publier son idée, tant il est conscient de son caractère révolutionnaire. Remettre en cause Euclide, c'est bousculer tout l'édifice des mathématiques, de la philosophie, bref, c'est tout remettre en cause. Autant dire qu'il faut être franchement mégalomane pour oser un truc pareil. Bolyai écrit à son père « À partir du néant, j'ai créé un nouveau monde ». Mais les contemporains de Gauss, de Bolyai et de Lobachevsky n'ont pas tous envie de visiter le monde nouveau que ces trois-là ont construit. La plupart préfèrent rester bien au chaud dans leurs pantoufles euclidiennes.
À quoi ressemble-t-il d'ailleurs ce nouveau monde? Il en existe plusieurs versions. Il y a celle de Gauss, celle de Volaille, celle de Lobachevsky, mais il y en a aussi une autre, décrite par Bernard Riemann, un élève de Gauss, qui est plus facile à se représenter. On y remplace le plan euclidien par une sphère. Le rôle des points de l'espace euclidien est joué par des paires de points diamétralement opposés et celui des droites par des grands cercles. Des créatures qui vivraient à la surface de cette sphère auraient l'impression d'habiter un monde presque euclidien. Par deux de leurs points, ils passent une de leurs droites et une seule. Toute la géométrie d'Euclide et tous ses axiomes y sont valides, sauf le cinquième. Si on prend un point extérieur à une droite, on ne peut y faire passer aucune parallèle. Dans ce monde, le cinquième postulat est faux. Ce que même Dieu ne pouvait accomplir, les géomètres du 19e siècle l'ont réussi. En 1881, un grand mathématicien français, Henri Poincaré, décrit un autre univers non euclidien. Imaginons un monde plat enfermé dans un grand cercle et soumis aux lois suivantes. La taille des objets y est variable, elle est maximum au centre du disque et elle diminue à mesure qu'on s'en éloigne jusqu'à atteindre 0 quand on arrive au bord. Vu de l'extérieur, ce monde est limité, mais il est infini du point de vue de ses habitants. Quand ils se rapprochent du cercle limite, ils deviennent de plus en plus petits. Leurs pas sont donc de plus en plus courts, de sorte qu'ils ne peuvent jamais atteindre le bord du monde. Ils n'ont pas non plus conscience de rapetisser puisque leurs instruments de mesure rapetissent avec eux. Dans cette géométrie imaginaire, le plus court chemin d'un point à un autre est un arc de cercle qui se rapproche du centre, là où les pas deviennent plus longs. Vu de l'extérieur, leurs droites ressemblent à nos cercles et tous les axiomes d'Euclide sont satisfaits, sauf le cinquième, puisque par un point extérieur à une droite, je peux faire passer une infinité d'autres droites qui ne coupent pas la première et qui lui sont donc parallèles. Vu de l'intérieur, un monde non euclidien ressemble parfaitement à celui d'Euclide, à ceci près que leur Euclide à eux aura d'emblée inventé une autre géométrie avec un cinquième axiome différent d'une autre. La morale de cette histoire est qu'on peut envisager beaucoup de mondes extrêmement raisonnables, chacun ayant sa géométrie, chacun ayant sa logique. Alors vous allez me dire que tout cela, ce sont des mondes imaginaires. Et c'est bien comme ça qu'on a étiqueté au début les géométries non euclidiennes, comme des géométries imaginaires. Jusqu'au jour où un certain Albert Einstein s'en est servi pour décrire l'univers à grande échelle. Le fameux continuum espace-temps des physiciens est décrit par une géométrie qui n'est pas euclidienne. Et c'est peut-être l'une des choses importantes qu'ont comprises les mathématiciennes et les mathématiciens au cours des 2 derniers millénaires. Il n'y a pas une géométrie qui englobe l'ensemble des phénomènes, il y a des géométries qui portent en elles autant de visions du monde différentes. Pour décrire le déplacement dans mon jardin, la géométrie d'Euclide est parfaite. Pour décrire mes déplacements en train, c'est déjà une autre géométrie où le chemin le plus court n'est plus la ligne droite. Et quant à mes déplacements sur Internet, c'est encore une autre histoire. Suivant le phénomène étudié, une géométrie va être plus utile qu'une autre. Aucune n'est vraie ou fausse dans l'absolu, mais l'une peut être plus efficace que l'autre. Comme un artisan qui va choisir un outil pour fabriquer un tonneau et un autre pour construire des étagères, un mathématicien va choisir la géométrie la plus utile pour analyser un problème particulier. Le message des géométries non euclidiennes est un message de liberté. Les mathématiques peuvent créer des mondes nouveaux, et ces mondes imaginaires nous aident à comprendre le nôtre.